que le gouvernement est en réalité, oui, en train de créer un Nika pour vaincre Nika, une arme ultime pour affronter le retour de Joy Boy, un Dark Nika, son némésis ténébreux pour qu'à son retour, les dieux de ce monde puissent frapper suffisamment fort afin que plus jamais à travers le temps, l'aube nouvelle ne puisse se lever. J'aime bien la théorie là. Imaginez quoi, c'est ça Dark Nika, oui, que j'avais pas capté. Donc c'est pas du tout Barbe Noire. Mais du coup, le problème c'est que ça rendrait Barbe Noire caduque. Et ça nous ferait une Naruto. Je ne trahirai pas mes idéaux, s'exprimait déjà le singe jaune avant de s'attaquer à ses amis sur Egghead Island. Et c'est donc face à son dilemme moral que Kizaru prend enfin sa décision et choisit l'amour avant le devoir, en pensant à Bonnie et Sentomaru. On vous en parle depuis le début de l'arc. Au final, Eiichiro Oda aura opéré un magnifique renversement de rôle. Les antagonistes de Sabaody, Kuma, Sentomaru et Kizaru, deviennent les alliés d'aujourd'hui. Les trois que Luffy avait juré de surpasser vont maintenant l'aider. Ainsi, J'avoue, Luffy, c'est vrai en comme plus. depuis le début de l'œuvre, l'aura emporté et sera devenu plus fort que ses bourreaux d'autrefois, non pas par la force, mais bel et bien en les ralliant tout simplement à sa cause. Car J'avoue que peut-être, la symbolique, au elle est final, magnifique. eux aussi, à leur tour, comme Bartholomew Kuma, croient en lui. Et en plus, il y a une théorie qui dit que plus Luffy doit défendre de gens, plus il y a de gens croient en Luffy, plus Luffy devient fort. Et du coup, c'est vrai que ça pourrait prendre tout son sens au final. 1番から5番の妻はもう飽きたから下地民に戻すぞ。 Il y a 14 ans, Ginny, commandante des troupes orientales de l'armée révolutionnaire, fut kidnappée en pleine mission. Lorsque l'information eut été remontée au commandant en chef Moon Kitty Dragon, ces hommes précisèrent au chapitre 1090 « Désolé, on ne s'attendait pas à un tel ennemi ». Dans cette déclaration se cache donc en réalité, vous l'avez compris, la dernière pièce du puzzle de la vie de Bonnie. En effet, 2 ans après sa disparition pour être mariée à un dragon céleste comme de nombreuses femmes avant elle, Ginny est finalement libérée comme nous l'avaient déjà démontré les actions de Saint Carlos au chapitre 499. J'avoue, ça nous a choqué d'ailleurs qu'un dragon céleste puisse se marier à une humaine normale, mais en fait, ça a déjà été montré dans le manga. Il est trop fort, Oda, il nous avait déjà tout montré. Et d'ailleurs, Ginny, c'est vrai, toujours une grosse interrogation là-dessus. Est-ce que Ginny, d'ailleurs, si on le sait pas encore actuellement, c'est sûrement parce que ça doit être soit un chevalier divin, ou soit peut-être Saturne, hein. Au début, on disait ça en mode rigolade, en mode Saturne, ça se trouve, il était avec Ginny. Et aujourd'hui, on commence à se dire que ça se trouve, c'est vraiment vrai, tu vois. On commence à se dire, ouais, ça se trouve, Saturne, c'est peut-être le père de Bonnie. Et du coup, que ça ferait une Darvador en mode je suis ton père et qu'elle assènerait le coup final, entre guillemets. Relâchant sa première et sa cinquième femme. Nous apprenons donc finalement au chapitre 1103 que Ginny fit office de cobaye pour des expérimentations scientifiques menées par le dieu militaire de la défense scientifique G. Garcia Saturne, au sein même du château de Pangaea. Il est alors sans aucun doute ce fameux ennemi beaucoup trop puissant et inattendu. Nous apprenons par la suite au chapitre 1098. Ok, du coup, eux, ils sont persuadés que c'est Saturne. Et c'est vrai comme on l'a dit hein, au début, moi je me rappelle l'avoir dit, mais genre pour rigoler en mode imaginez c'est Saturne, et on rigolait de ça. Et aujourd'hui, en vrai, on rigole beaucoup moins, tu vois. Parce que si c'est lui qui a fait des expériences sur elle, un autre Tenryubito aurait pas accepté qu'on fasse ça à sa femme, tu vois. Et il doit y avoir quand même des règles entre Tenryubito qui empêchent ce genre de choses, tu vois. Et du coup, je me dis que si lui a fait des expériences sur elle, sur sa fille, et qu'en plus il lui a donné une infusion de fruits exprès, machin chose et tout, réfléchissez les gars, je pense qu'il y a grave moyen. J'avais théorisé comme quoi Saturne pouvait être... Enfin, que une personne de la famille de Saturne pouvait être... genre une Sainte J. Garcia, tu vois, pouvait être le mari de Ginny, mais au final, maintenant, j'ai l'impression que c'est Saturne, hein, honnêtement. Et de la bouche d'un médecin que la saphirite est une maladie qui se fait aujourd'hui très rare et dont il est impossible de guérir.
Pourtant, Vegapunk parvint à le faire. Comment a-t-il fait ? C'est simple, il a les connaissances du siècle oublié après en avoir étudié les textes. Si la maladie était donc répandue il y a 800 ans, cela explique à la fois comment le royaume antique savait la soigner et également les paroles du médecin. Une infection dont on n'entend que très rarement parler ces dernières années. Cependant, aujourd'hui, la saphirite est présentée comme un effet secondaire du traitement de Jinni. Ainsi, il est fort possible que la saphirite soit en réalité une arme biologique utilisée par la coalition du gouvernement mondial contre le royaume antique il y a 900 ans. What? En effet, What? Mais c'est ma théorie, ça? Ouais, je suis choqué de ouf. Je suis choqué de ouf. Pour les plus anciens, ça fait longtemps que je l'ai sorti, mais c'est vrai, j'avais fait une théorie sur le fait que, en fait, euh, vu qu'on sait, regardez, vu qu'on sait qui était du côté du clan des Ji pendant le siècle oublié. On sait donc qu'il y avait Joy Boy, il y avait sûrement les hommes poissons, parce que vous connaissez la promesse entre les hommes poissons et Poséidon. Donc eux, ils devaient être du côté des Ji. On connaît les Kozuki. Eux aussi devaient être du côté des Ji à cause du fait qu'ils ont écrit les poneglyphes, ils avaient un lien étroit avec les Ji. Donc on connaît un petit peu la puissance qu'avaient les Ji, tu vois. En plus, on sait que les Lunaria, pareil, étaient ennemis des dragons célestes, donc l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Donc clairement, on sait aussi que les personnes puissantes de ce monde faisaient partie des Ji, enfin, du clan des Ji pendant le siècle oublié. Et quand on prend Poséidon, mais aussi les autres armes antiques qui doivent elles aussi être du côté des Ji, on peut supposer quand même que les Ji avaient, en plus de toute l'arsenal que je viens de vous dire, avaient une technologie avancée sur le monde entier. Technologie que Vegapunk maîtrise en partie et que Saturne ne maîtrise pas. Sinon, il n'aurait pas besoin de Vegapunk. Donc quand on prend tous ces éléments en compte, on se dit, mais wesh, comment les Ji, avec les armes antiques, avec l'avancée technologique, avec le contrôle machin chose qu'ils ont sur le monde et avec les Lunaria, avec tout ça, tu vois, comment cette puissance colossale de personnes puisse se faire éradiquer comme ça par des dragons célestes. Et quand on voit les dragons célestes, bon, à part le Gorosei et les chevaliers divins, quand on voit les dragons célestes, on se dit, wesh, d'où eux, ils arrivent à tuer des armes antiques, par exemple. Et en fait, on avait théorisé sur le fait que ça devait sûrement être des armes biologiques, des armes d'empoisonnement, des trucs comme ça, peut-être la destruction du fait qu'ils puissent se nourrir, etc. Tu vois, des armes agricoles, tu vois, pour détruire leur côté agricole. Et quand on prend tout ça en compte, on se dit, c'est vrai que de cette manière, c'est une manière qui correspond parfaitement au Tenryubito parce que c'est une manière un peu lâche, tu vois, de gagner une guerre. Et au final, c'est peut-être la seule manière logique, parce qu'en termes de puissance, je suis désolé, quand on voit la marine, je suis désolé, je peux pas me dire que même la marine plus le gouvernement mondial puisse mettre fin au Ji, à Nika, dieu du soleil, etc., etc. Je trouve ça pas cohérent. Du coup, pour moi, la seule cohérence, c'est le fait qu'il y ait des armes biologiques, des armes comme ça d'empoisonnement, de pollution, comme un peu Kaido et tout, et détruire le clan des Ji pendant le siècle oublié. Salut Olotaku, et merci d'avoir rejoint, frérot, ça fait grave plaisir. Et du coup, nous, on continue pour cette petite théorie. Mais je suis choqué, wesh. Mon corbeau qui est carrément aligné à ce qu'on avait dit. Légendaire. Au chapitre 1086, nous apprenons les titres respectifs des doyens. Dieu militaire de la science, de l'environnement, de l'agriculture, de la justice et enfin de la finance. Voilà donc les 5 piliers dont vous avez besoin pour refaçonner entièrement le monde après avoir supprimé un siècle entier d'histoire. Après donc avoir terraformé la Terre grâce à la remontée des eaux, comme nous le prouve le chapitre 1089, Im et ses commandants démoniaques refaçonnèrent le paysage politique grâce à leur pouvoir. En effet, comme nous vous l'expliquions au chapitre 1094, Saturne possède sans aucun doute le Zoan mythologique du Ushi Ushinomi. Ce yokai japonais araignée vache a comme particularité de propager des maladies sur les populations. Comme par hasard, nous apprenons au chapitre 1103 que cette même créature est à l'origine de la saphirite de Jinni.
Genie. Chacun des doyens représente donc sans aucun doute un yokai capable d'apporter l'apocalypse sur les hommes. Jupiter, dieu de l'agriculture polluant les terres. Mars, dieu de l'environnement dévastant la biodiversité. Saturne, dieu de la science propageant de nouvelles maladies mortelles, comme la saphirite qu'il créa pour déverser une peste gigantesque. Vénus, dieu des finances détruisant la monnaie antique pour créer le berry afin de contrôler l'argent. Et enfin Mercure, dieu de la justice qui créa les nouvelles lois internationales. Voilà donc la véritable puissance des dieux qui façonnèrent le monde d'aujourd'hui après avoir annihilé celui dit. Mais c'est trop, wesh. Moi, je suis choqué de savoir que même ça, là, tout ce qu'ils viennent de dire, on l'a dit sur la chaîne, en mode que chaque rôle qu'ils ont en termes de dieu militaire et ensuite agriculture, finance et tout, doit jouer un rôle très précis pour pouvoir façonner le monde d'aujourd'hui. Et au final, le fait qu'il le dit, je suis trop content. Et c'est comme s'ils avaient validé ma théorie, je suis trop content. Donc let's go les gars. Il y a presque 5 ans, oui ça remonte, nous vous avions proposé une théorie qui se concrétise à nouveau un peu plus. Dans cette dernière, nous évoquions la possibilité que le gouvernement possède l'arbre aux fruits du démon. Avec le temps, vous savez que notre théorie pour la fin de One Piece s'articule autour de l'arbre d'Ève et celui d'Adam, qui ne serait qu'un seul et même arbre, celui d'Adam et Ève. Référence au jardin d'Éden et à la création du monde, comme va l'imager Eiichiro Oda à travers ses dieux au sommet de la terre. Cet arbre serait donc en réalité Lovetale, où se trouve le One Piece et où vivaient les habitants du royaume antique. Homme-poisson à ses racines, homme sur terre, Minx dans son tronc et lunarien dans son feuillage, expliquant les paroles de Marco au chapitre 1022. Il existait une race au-dessus de Redline. Et seul le feuillage de l'arbre dépasse aujourd'hui du continent rouge. Voilà pourquoi Clover disait que la clé du mystère résidait dans son nom, car il s'agirait en réalité de l'arbre d'Adam et de Ève. Un arbre qui éclaire les hommes-poissons grâce à ses racines, garantit la survie des marins grâce à son écorce et accorde le souhait des hommes grâce à ses fruits. Seulement, après la victoire du gouvernement il y a 800 ans, Joy Boy fit graver son histoire sur des pierres indestructibles, les poneglyphes. Kim conserva précieusement au sous-sol de son château qu'elle construisit au sommet de l'arbre et qu'elle enveloppa d'un immense rempart nommé Redline, qu'elle érigea pour camoufler l'arbre tout en gardant dans sa chambre fleurie suffisamment de lumière pour apporter croissance à ses fruits devenus fruits du démon, car détenus précédemment par la famille des dés, devenus aux yeux du gouvernement l'ennemi des dieux, les démons. Ainsi, en captant la lumière du soleil à 10 000 mètres en hauteur, l'arbre peut la transmettre 10 000 mètres en profondeur dans ses racines et éclairer comme par miracle l'île des hommes-poissons. Alors là, ils ont dit énormément de choses et je suis pas d'accord avec tout, mais franchement, là la théorie je la kiffe pour l'arbre du fruit du démon parce que je trouve que c'est du génie de la part d'Oda. Il nous a montré que l'île des hommes poissons était éclairée grâce aux racines et tout. Et après, on a commencé à se dire, ouais, c'est peut-être les mangroves Groove à fond, je crois que ça s'appelle, à Chabonji, qui, avec leurs racines, allaient jusqu'en bas. Et au final, non, parce que l'île des hommes poissons se trouve parfaitement alignée en dessous Maréjoie. Du coup, tout était fait pour qu'on croie que c'est logique, tu vois, alors qu'en fait, c'était un petit foreshadowing de légende. Et d'ailleurs, toute la forêt qu'il y a au sommet de Redline, mais à Maréjoie, il y a une forêt tout autour. Et pour moi, toute cette forêt, peut-être, pourrait être qu'un seul et même arbre, l'arbre du fruit du démon. Et qu'il n'y a que la cime de l'arbre qui donne des fruits du démon. Donc ouais, ça, je valide fort cette théorie. Après, pour le reste, ils ont parlé même pas mal de trucs. Je préfère pas trop me prononcer là-dessus parce qu'on trop de pas assez plutôt d'informations. Seulement, si nous savons que Lily parvint à séparer les poneglyphes aux 4 coins de la Terre, Im, elle, conserva la mainmise sur les fruits. Et voilà ce que nous vous disions il y a 5 ans.
Chapitre 700, nous découvrons que Doflamingo a réussi à mettre la main sur le Mera Meranomi. Comment ce dernier a repoussé, nous n'en savons rien. Et pourtant, Doflamingo le possède. Chapitre 765, nous apprenons que le corsaire a réussi à trouver l'Opéopénomie en affirmant même que le gouvernement était derrière tout ça. 2 fruits du démon extrêmement rares et puissants tombés entre les mains de l'homme que nous découvrons plus tard être un Tenryubito déchu. Alors là, pareil, je suis moyennement d'accord avec eux, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Pour moi, les fruits qui naissent sur l'arbre de fruits du démon, c'est des fruits inconnus au bataillon. C'est des fruits qui n'ont jamais été faits et c'est des nouveaux fruits. Je vais les appeler comme ça. Comme les catégories, par exemple, le Mera Mera, il y a aussi le fruit du magma et tout. C'est à peu près les mêmes catégories, tu vois. Comme le fruit des canidés, t'as, je sais pas, ou du félin, par exemple, t'as le léopard, mais t'as aussi le tigre à dents de sabre, tu vois. Donc c'est à peu près dans les mêmes catégories. Et pour moi, ils apparaissent petit à petit, tu vois. Et du coup, le Mera Mera, je pense que c'est plus le côté Joker, le côté contrôle des informations, le côté... vu qu'il a le bras long, je pense qu'il peut avoir facilement des informations sur certains types de fruits. Mais comme on l'a vu sur Punk Hazard, les fruits renaissent proches. Enfin, c'est pas une certitude, mais en tout cas, à Punk Hazard, le fruit de... comment il s'appelle l'autre là la bombe là qui a explosé là. Shirley, je crois qu'il s'appelait. L'axolotl géante là. Le fruit est réapparu dans un fruit très proche. Donc à voir. À voir parce que je suis pas sûr que tous les fruits, par exemple, ils retournent à l'arbre du fruit du démon et après ils repartent. Ce serait trop bizarre. Sinon, quelle difficulté il faut pour avoir le Gomu Gomu. Eux qui ont toujours couru derrière le Gomu Gomu, enfin le Ito Ito du coup, modèle Nika, pourquoi ils n'ont pas attendu qu'ils reviennent à l'arbre? Tu vois, il y a plein de trucs qui fait que c'est incohérent ce qu'ils disent. Mais très bonne théorie, mais juste là un tout petit peu moins. Là. Dragon céleste, citoyen même des cieux et du gouvernement mondial. Cela expliquerait aussi les pouvoirs de plusieurs Marines, car quelles sont les chances que les 3 amiraux de la marine possèdent les pouvoirs des éléments leur correspondants? Et si les fruits étaient ensuite distribués après recrutement? Le gouvernement donnerait alors des fruits du démon aux jeunes recrues selon leur caractère. Ça, je suis entièrement d'accord. Lave pour la colère de Sakazuki, glace pour le calme de Kuzan, lumière pour la lenteur de Borsalino, fumée pour Smoker et sa tendance au cigare, excuse à la fois extra-dégétique qui permettrait au mangaka de plus de souligner les caractères de ses personnages comme il le fait depuis plus de 21 ans. Une distribution de fruits venant directement de la chambre fleurie, dont Im-sama déciderait qui obtiendrait quel fruit. Tout cela expliquerait comment aujourd'hui, et grâce aux recherches de Vegapunk, le gouvernement est parvenu à faire ingérer un fruit dans le sang de Bonnie, comme il le fit pour les Séraphins. Ici réside le secret ultime du gouvernement pour vaincre Nika. Faire manger le fruit de l'âge à un enfant. Ce fruit qui le permet de se transformer en tout ce qu'il peut imaginer et donc en Nika. Cependant, comme nous l'apprend Saturne, la fugue de Bonnie rendit ce fruit caduc, car cette dernière, en grandissant, rendit son futur de plus en plus certain, et donc de moins en moins malléable. Ainsi, au chapitre 1103, Jewelry Bonnie est parvenu à essayer de se transformer en Nika sans être tout à fait lui. Du coup, il aurait été possible, si le cobaye avait été docile, qu'elle devienne Nika entièrement. Cette effroyable révélation laisse indiquer en tout point que le gouvernement est en réalité, oui, en train de créer un Nika pour vaincre Nika, une arme ultime pour affronter le retour de Joy Boy, un Dark Nika, son némésis ténébreux pour qu'à son retour, les dieux de ce monde puissent frapper suffisamment fort afin que plus jamais à travers le temps, l'aube nouvelle ne puisse se lever. J'aime bien la théorie là. Imaginez quoi, c'est ça Dark Nika, oui, que j'avais pas capté. Donc c'est pas du tout Barbe Noire. Mais du coup, le problème c'est que ça rendrait Barbe Noire caduque. Et ça nous ferait une Naruto. En mode de l'ennemi final, c'est pas Madara, c'est pas un truc, comment elle s'appelle Kaguya, tu vois. Et ça ressemble beaucoup à Naruto. Du coup, je sais pas. Après, est-ce que nous, on n'est pas influencé par Naruto et du coup, on a envie de penser ça? Ou est-ce que c'est grave possible que ça arrive? Mais en tout cas, Dark Nika, là, j'aime beaucoup. Wesh, là, imaginez, c'est vrai. Regardez le gouvernement mondial, même Saturne, dieu militaire de la science, il est en train d'étudier des trucs pour créer des armes très puissantes, enfin des armes, mais aussi des humains très puissants. Ils font du clonage, ils font du gigantisme pour créer des géants, ils font plein d'expériences. Donc, est-ce qu'ils mettraient pas
toute leur technologie, y compris la technologie de Mother Flame, dans un seul mec, avec un ADN très spécial. Et en plus, ça pourrait être même Xebec, tu vois. Peut-être qu'en fait, Xebec était tellement fort, ils ont récupéré son ADN et qu'ils veulent mettre avec un fruit de type Nika, tu vois. Enfin, c'est trop chelou. Là, c'est ouf. Goku vs Black Goku, Ichigo vs Sangetsu, ouais, j'avoue. Naruto vs Dark Naruto, genre Kyuubi, ouais. Donc pourquoi pas Luffy vs Dark Luffy. Bah, en fait, c'est ça le délire. C'est que moi, je pense que c'est grave possible, mais Oda, lui, je le connais, Oda. Oda, c'est mon pote. Et la tête de Wam, que lui, il est du genre à pas faire comme les autres. Exemple très très simple, je le dis à chaque fois, Sanji. Sanji ne devait pas s'appeler Sanji, il devait s'appeler Naruto, à cause de son tourbillon, tu vois, dans les sourcils. Il devait s'appeler Naruto, et du coup, Oda a changé le nom de Sanji en Sanji, du coup, pour éviter que son manga s'inspire trop d'un personnage principal d'un autre manga. Donc s'il le fait pour Naruto, je pense que sa fin, tu vois, là c'était qu'un petit détail. En vrai, que Sanji s'appelle Naruto, bon, ok, ça ressemble un peu, mais on s'en bat les steaks, tu vois. Et là, c'est un petit détail et il a pas voulu le faire. S'il a pas voulu le faire pour un petit détail, est-ce que pour la fin d'un manga complet, il aimerait ressembler à son homonyme Naruto, tu vois? C'est ça que je me dis. Est-ce qu'il a fait tout ça pour rien et qu'il va pas se tenir à ce qu'il faisait avant, ou est-ce que il va être comme avant et qu'il va faire une fin bien différente de ce qu'on a l'impression. Et en plus, de par les informations qu'on a actuellement, honnêtement, Oda là, il est clairement en train de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Là, c'est du jamais vu, tu vois. La guerre mondiale, tout ça, tu vois. Après, oui, il y a la grande guerre ninja de Naruto, mais là, c'est vraiment guerre mondiale. On a vraiment l'impression qu'il y a énormément de pays, énormément de cultures, des gens d'un côté, de l'autre, et que dans chaque camp, il y a des gentils et des méchants, tu vois. Alors que dans Naruto, c'était tous les ninjas, donc tous les gentils, entre guillemets, contre des monstres, tu vois, entre guillemets aussi. Contre Madara, donc une réincarnation, Biju, qui était... Vous avez capté, bref, je n'énumère pas, mais vous avez capté. Après, Oda, c'est le mec qui te la met à l'envers quand tu penses qu'il va faire un truc. Ouais, mais c'est ça le délire. C'est qu'en fait, il aime trop nous guider sur un chemin. Il nous dit, ouais, vas-y, t'inquiète, regardez comment c'est logique et tout, on va aller là-bas. Tout le monde regarde là-bas et au dernier moment, on se dit, mais en fait, c'était pas du tout ça. Exactement, petit exemple, tout le monde s'est fait brain quand, par exemple, il y avait God Valley. Tout le monde pensait que les Tenryubito habitaient God Valley, alors qu'ils ont toujours habité à Marijois. Et le délire, c'est que tout le monde a vraiment cru. Alors qu'on le savait quand même, on le savait. Il l'avait dit plein de fois que les 20 pays fondateurs, le trône vacant, les 20 épées, tu vois, que depuis le début, ils habitaient là-bas. Et au final, non, on a plongé dedans. On a entendu God Valley, on a entendu, comment il s'appelle Garling, roi de God Valley. Et en plus, c'était pas roi, c'était un malentendu. Il l'a fait exprès, il est trop fort. En fait, ça s'écrit pareil. Enfin, ça veut potentiellement dire les mêmes choses, roi ou champion, tu vois. Et du coup, tu peux le lire des deux sens. Et du coup, ça donne un double sens à la phrase. Et du coup, tu sais pas trop s'il veut dire roi, s'il veut dire champion. Et il le fait un peu exprès. Et au final, pas du tout roi de God Valley. Et personne n'habitait à God Valley. Et en fait, God Valley, c'était une référence aux States où il y avait comment il s'appelle la vallée des dieux dans le Nevada, je crois. Ouais, dans un désert, quoi. Vous avez capté. Du coup, légendaire. La rue est vers l'or, tout ça, le Far West. Oda. Comme on parlait hier concernant Bonnie. Pareil, ouais, c'est vrai, même Bonnie, comment il nous a brain de ouf. Le fait que Kuma, on a toujours pensé que c'était le père de Bonnie, mais il y en a plein d'autres en plus sur Bonnie. Mais juste ça, là, j'y pense, laisse tomber, gros. On a tous cru que Kuma était son père, il n'est pas du tout son père. Aucun lien de parenté, Bonnie n'est pas boucanière. Point barre. Il nous a eu. C'est pour ça qu'il me tue, Oda. C'est pour ça qu'il faut pas trop être sûr. C'est pour ça que tout le temps, je préfère dire... c'est d'ailleurs pour ça que je dis tout le temps la théorie que je privilégie. Actuellement, c'est ça, parce que voilà. Et je dis jamais, moi je suis sûr que ça va se passer comme ça. Ben, est-ce que ça se passe jamais comme ça? Enfin bon, Si il ne fait légendaire. aucun doute